L'effacement de l'histoire. L'histoire de l'humanité est jalonnée de moments où le savoir accumulé au fil des siècles a été menacé, voire détruit. Notre compréhension du passé, en particulier de la préhistoire, est fragmentaire non seulement à cause du temps qui passe, mais aussi en raison d'actions humaines délibérées. Prenons l'exemple de la grande bibliothèque d'Alexandrie, fondée au début du IIIe siècle avant notre ère. Elle abritait entre 40 000 et 700 000 rouleaux de papyrus, selon les estimations. En 48 avant Jésus-Christ, lors de sa conquête d'Alexandrie, Jules César ordonne l'incendie de la flotte égyptienne. Le feu se propage à la ville et à la bibliothèque. Des milliers de documents uniques partent en fumée, emportant avec eux des connaissances irremplaçables sur les civilisations antiques et potentiellement préhistoriques. Mais ce n'est pas un cas isolé. En 213 avant Jésus-Christ, l'empereur chinois Qin Shi Huang ordonne la destruction massive de livres dans tout l'empire, dans le cadre de sa politique d'unification culturelle. Ces actes de destruction ont sans doute effacé des informations cruciales sur les périodes les plus anciennes de notre histoire. Les égyptologues estiment que l'historien Manéthon, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait accès à des documents remontant à plusieurs millénaires avant les premières dynasties égyptiennes. La plupart de ces documents ont aujourd'hui disparu. Les destructions se sont poursuivies au fil des siècles. En 296 de notre ère, l'empereur romain Dioclétien dispose la destruction des textes chrétiens. En 391, le patriarche Théophile d'Alexandrie fait détruire le temple de Sérapis et sa bibliothèque annexe, autre trésor de connaissances antiques. Ces pertes répétées nous privent aujourd'hui d'informations précieuses sur notre passé lointain. Les théories sur l'existence de civilisations antédiluviennes, bien que controversées, sont difficiles à prouver ou à réfuter en l'absence de preuves écrites qui ont pu être détruites. Dès nos jours, les archéologues et historiens travaillent avec les fragments qui ont survécu. Chaque nouvelle découverte, comme les textes de la mer Morte ou les tablettes cunéiformes mésopotamiennes, nous offre un aperçu précieux de notre histoire ancienne. La question demeure: que saurions-nous de plus sur notre préhistoire si ces vastes collections de connaissances avaient survécu? La quête continue et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de nos origines. Alexandrie, la lumière éteinte. Au IIIe siècle avant notre ère, Alexandrie était le centre intellectuel du monde antique. Au cœur de cette effervescence se trouvait la grande bibliothèque, un phare de connaissances qui allait bientôt s'éteindre. Fondée vers 288 avant Jésus-Christ par Ptolémée Ier Sotère, la bibliothèque d'Alexandrie était bien plus qu'un simple dépôt de livres. C'était un centre de recherche, un lieu d'érudition sans précédent. Selon les estimations des historiens, la bibliothèque aurait contenu entre 40 000 et 700 000 rouleaux de papyrus. Chaque navire entrant dans le port d'Alexandrie était fouillé à la recherche de livres, qui étaient copiés pour la bibliothèque. Parmi les trésors qu'elle abritait, on comptait des œuvres d'Aristote, les écrits originaux de Platon et potentiellement des textes remontant à l'Égypte ancienne et au-delà. C'était un véritable carrefour des savoirs du monde antique. Mais cette lumière allait connaître plusieurs éclipses. Le premier coup porté à la bibliothèque survient en 48 avant Jésus-Christ.
lors de la guerre civile qui oppose Jules César à Pompée. Assiégé dans Alexandrie, César ordonne l'incendie de la flotte égyptienne. Le feu se propage à la ville et atteint la bibliothèque. Selon Plutarque, 40 000 rouleaux auraient été détruits. Bien que partiellement reconstruite, la bibliothèque ne retrouvera jamais sa gloire passée. En 273 de notre ère, l'empereur Aurélien dispose le pillage du quartier royal d'Alexandrie, infligeant de nouveaux dommages à la bibliothèque. Le coup de grâce survient en 391, lorsque l'empereur Théodose Ier organise la destruction des temples païens. Le Sérapéum, une annexe de la bibliothèque, est rasé par des chrétiens zélés menés par le patriarche Théophile. Contrairement à une croyance répandue, la bibliothèque n'a pas été détruite par les Arabes en 642. À cette époque, elle avait déjà cessé d'exister depuis longtemps. La perte de la bibliothèque d'Alexandrie est l'une des plus grandes tragédies culturelles de l'histoire. Avec elle ont disparu des œuvres uniques, des traités scientifiques avancés et potentiellement des informations cruciales sur notre passé lointain. Aujourd'hui, les chercheurs tentent de reconstituer ce qui a été perdu. Des projets comme la Bibliotheca Alexandrina, inaugurée en 2002, visent à raviver l'esprit de l'ancienne bibliothèque. Mais la question demeure. Quelles connaissances précieuses sur notre préhistoire, sur les civilisations antédiluviennes, ont été perdues dans les flammes d'Alexandrie? Ce chapitre de notre histoire restera à jamais incomplet, victime de l'ignorance et des conflits humains. L'empereur qui voulait réécrire l'histoire. En 221 avant notre ère, la Chine connaît un tournant majeur. Yingzheng, roi de Qin, achève l'unification du pays et se proclame Qin Shi Huang, le premier empereur. Qin Shi Huang est un visionnaire, déterminé à forger un empire qui durera 10 000 générations. Mais sa vision de l'unité passe par une uniformisation forcée de la pensée et de la culture. En 213 avant Jésus-Christ, l'empereur prend une décision qui marquera l'histoire. Il ordonne la destruction massive des livres dans tout l'empire. Cet épisode, connu sous le nom de Fenshu-Kengru, ou « brûler les livres et enterrer les lettrés », va profondément affecter la transmission du savoir en Chine. Selon le grand historien Sima Qian, qui écrit un siècle plus tard, l'ordre de Qin Shi Huang stipule que tous les livres d'histoire des États conquis doivent être brûlés, à l'exception des annales de Qin. Seuls les ouvrages de médecine, d'agriculture et de divination sont épargnés. Cette destruction massive vise plusieurs objectifs. D'abord, effacer les particularismes régionaux pour imposer une culture unifiée. Ensuite, supprimer toute référence à un passé qui pourrait remettre en question la légitimité du nouvel empire. Mais Qin Shi Huang ne s'arrête pas là. Il exige également l'exécution de 460 lettrés confucéens, accusés de critiquer son règne. Cette purge vise à éliminer toute opposition intellectuelle. L'ampleur réelle de cette destruction est débattue par les historiens modernes. Certains pensent qu'elle a été exagérée par les dynasties suivantes pour noircir l'image de Qin. Néanmoins, son impact sur la transmission du savoir est indéniable. Plus grave encore, des chroniques détaillées des périodes pré-impériales ont été perdues. Ces textes auraient pu nous éclairer sur les origines de la civilisation chinoise et potentiellement sur des contacts avec d'autres cultures anciennes.
La Chine mettra des siècles à se remettre de cette perte. Sous la dynastie Han, un effort considérable est fait pour reconstituer les textes perdus, souvent à partir de fragments mémorisés par des érudits. Aujourd'hui, les archéologues continuent de découvrir des textes qui ont échappé à la destruction de Qin. Les manuscrits de Mawangdui et les textes sur bambou de Guodian offrent de précieux aperçus sur la Chine pré-impériale. L'épisode du « brûler les livres et enterrer les lettrés » reste un avertissement sur les dangers de la censure et de la manipulation de l'histoire. Il nous rappelle que notre compréhension du passé est fragile, à la merci de ceux qui détiennent le pouvoir. Les flammes de la foi. L'histoire de l'humanité est jalonnée de moments où la foi, censée éclairer les esprits, a au contraire plongé le savoir dans les ténèbres. Ce chapitre explore comment les changements religieux ont conduit à la destruction de connaissances précieuses. Commençons par l'an 303 de notre ère. L'empereur romain Dioclétien lance une vaste persécution contre les chrétiens. Paradoxalement, cet acte va conduire à la destruction de nombreux textes païens quelques décennies plus tard. En 312, Constantin Ier se convertit au christianisme. Cette conversion marque le début d'un renversement radical. Le christianisme, autrefois persécuté, devient la religion dominante de l'Empire romain. Dès lors, c'est au tour des textes païens d'être menacés. En 391, l'empereur Théodose Ier ordonne la fermeture de tous les temples païens. Le Sérapéum d'Alexandrie, qui abritait une vaste collection de textes, est détruit par des chrétiens zélés. Cette vague de destruction s'étend à tout l'Empire. Des bibliothèques entières sont incendiées, des statues brisées, des temples rasés. Avec eux disparaissent des siècles de connaissances accumulées. Parmi les pertes les plus significatives, on compte de nombreux textes philosophiques, grecs et romains, des traités scientifiques et potentiellement des documents relatant l'histoire ancienne et la préhistoire. Mais ce phénomène ne se limite pas au monde méditerranéen. En Scandinavie, l'arrivée du christianisme au IXe siècle s'accompagne également de destructions massives. Des moines irlandais, dans leur zèle évangélisateur, brûlent des milliers de manuscrits runiques en écorce de bouleau. Ces textes contenaient probablement des informations précieuses sur la mythologie nordique et l'histoire des peuples scandinaves. Un sort similaire attend les Bogstafir, des tablettes runiques antiques en bois de hêtre. Leur destruction au IXe siècle efface des pans entiers de l'histoire et de la culture scandinave pré-chrétienne. Ces actes de destruction ne sont pas uniquement l'apanage du christianisme. En 642, le calife Omar ordonne la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, déjà bien diminuée. Selon la légende, il aurait déclaré « Si ces écrits sont conformes au livre d'Allah, nous pouvons nous en passer, et s'ils s'y opposent, il faut les détruire. » Bien que cette histoire soit aujourd'hui considérée comme apocryphe par de nombreux historiens, elle illustre une réalité. L'intolérance religieuse a souvent conduit à la perte de connaissances. Plus tard, pendant l'Inquisition espagnole, des milliers de manuscrits arabes et hébreux sont brûlés. En 1499, le cardinal Cisneros ordonne la destruction de plus de 5000 manuscrits coraniques à Grenade.
Ces actes de destruction au nom de la foi ont eu des conséquences durables sur notre compréhension du passé. Des mythologies entières ont été effacées, des philosophies oubliées, des découvertes scientifiques perdues. Aujourd'hui, les chercheurs tentent de reconstituer ce savoir perdu. Des techniques modernes, comme l'imagerie spectrale, permettent parfois de lire des textes qu'on croyait définitivement effacés. Mais la question demeure. Que saurions-nous de plus sur notre passé, sur nos origines, si ces textes avaient survécu? Combien de connaissances sur des civilisations antédiluviennes, sur notre préhistoire, ont été réduites en cendres au nom de la foi? Les conquérants et le savoir pillé. À travers l'histoire, les conquêtes militaires eurent souvent des conséquences dévastatrices sur le patrimoine culturel et intellectuel des peuples vaincus. Ce chapitre examine comment les conquérants ont pillé, détruit ou déplacé le savoir des civilisations qu'ils ont soumises. Commençons par l'an 410 de notre ère. Rome, la ville éternelle, tombe aux mains des Wisigoths menés par Alaric Ier. Pendant 3 jours, la ville est mise à sac. Parmi les trésors pillés se trouvent les richesses de la bibliothèque de Rome. Des milliers de manuscrits uniques, témoins de siècles d'histoire et de savoir, sont détruits ou dispersés. Cette perte est d'autant plus tragique que la bibliothèque de Rome contenait probablement des copies de nombreux ouvrages déjà perdus lors de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1204, c'est au tour de Constantinople de subir le même sort. Lors de la 4e croisade, les croisés dévient de leur objectif initial et s'emparent de la capitale byzantine. La bibliothèque impériale de Constantinople, héritière de la tradition gréco-romaine, est mise à sac. Des manuscrits inestimables sont détruits, vendus ou emportés comme trophées. Parmi les pertes, on compte peut-être des copies uniques d'œuvres classiques, des traités scientifiques avancés et potentiellement des documents relatant l'histoire ancienne et la préhistoire de la région. Mais les conquérants ne se contentent pas toujours de détruire. Parfois, ils s'approprient le savoir des vaincus. C'est le cas de Gengis Khan et de ses successeurs. En 1258, les Mongols, menés par Hulagu Khan, s'emparent de Bagdad. La Maison de la Sagesse, centre intellectuel du monde islamique, est détruite. Selon la légende, les eaux du Tigre deviennent noires à cause de l'encre des livres jetés dans le fleuve. Cependant, les Mongols ne sont pas que des destructeurs. Ils collectent aussi des savants et des artisans de toutes les régions conquises, créant un vaste brassage de connaissances. En 1200, Gengis Khan ordonne la création d'un nouvel alphabet pour unifier son vaste empire. Ce faisant, il contribue paradoxalement à la perte de nombreuses écritures locales et des connaissances qu'elles véhiculaient. Un autre exemple frappant est celui de la conquête de Tenochtitlan par Hernán Cortés en 1521. Les codex aztèques, véritables trésors de connaissances sur l'histoire et la culture mésoaméricaine, sont en grande partie détruits. Diego de Landa, évêque du Yucatan, impose en 1562 la destruction massive de codex mayas. Il écrit plus tard « Nous leur avons brûlé tous leurs livres. Ils le regrettèrent à l'infini et cela leur causa beaucoup d'affliction. » Cette destruction systématique nous a privés d'informations cruciales sur l'histoire précolombienne des Amériques, y compris potentiellement des indices sur des contacts anciens avec d'autres civilisations.
Même à l'époque moderne, le pillage du savoir continue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont systématiquement pillé les bibliothèques et les archives des pays occupés. Aujourd'hui encore, des conflits armés mettent en danger le patrimoine culturel et intellectuel de l'humanité. La destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en 2001 ou le pillage du musée de Bagdad en 2003 en sont des exemples tragiques. Ces actes de destruction et de pillage au fil des siècles ont laissé des trous béants dans notre compréhension du passé. Combien de connaissances sur des civilisations anciennes, sur notre préhistoire, ont été perdues à jamais sous les coups des conquérants? Heureusement, des efforts sont faits aujourd'hui pour préserver et parfois rapatrier le patrimoine culturel. Mais la course contre la montre continue pour sauver ce qui peut encore l'être de notre histoire commune. Les civilisations effacées. L'histoire de l'humanité est parsemée de civilisations qui ont brillé pendant des siècles, voire des millénaires, avant de s'éteindre, emportant avec elles des connaissances uniques. Ce chapitre explore ces civilisations effacées et tente de comprendre ce que nous avons perdu avec leur disparition. Commençons par l'une des plus anciennes civilisations connues, la civilisation de l'Indus. Florissante entre 3300 et 1300 avant notre ère, elle a laissé derrière elle des cités remarquablement planifiées comme Mohenjo-Daro et Harappa. Malgré l'étendue de ces vestiges, la civilisation de l'Indus reste largement mystérieuse. Son système d'écriture, composé de signes complexes, n'a toujours pas été déchiffré, nous privant d'informations cruciales sur son histoire, sa culture et ses connaissances. Que savaient ces gens de leur propre histoire? Avaient-ils préservé des connaissances sur des civilisations encore plus anciennes? Ces questions restent sans réponse. Traversons maintenant l'océan pour nous rendre en Amérique centrale. La civilisation maya a dominé la région pendant près de 3 millénaires, développant des connaissances avancées en astronomie, mathématiques et architecture. Malgré la survie de quelques codex, la majorité des écrits mayas ont été détruits lors de la conquête espagnole. Diego de Landa, évêque du Yucatan, a supervisé la destruction de centaines de codex en 1562, considérant qu'ils contenaient des superstitions et mensonges du diable. Cette perte est inestimable. Les Mayas avaient une compréhension sophistiquée du temps et de l'astronomie. Leurs textes auraient pu nous éclairer sur des événements astronomiques anciens, voire sur des changements climatiques préhistoriques. Plus au nord, la civilisation de Cahokia, dans l'actuel Illinois, a prospéré entre 600 et 1400 de notre ère. C'était la plus grande ville précolombienne au nord du Mexique, abritant jusqu'à 40 000 habitants. Cahokia s'est effondrée bien avant l'arrivée des Européens, probablement en raison de changements climatiques et de conflits internes. Sans écriture connue, elle a emporté avec elle tous ses secrets, y compris ses connaissances en ingénierie et en astronomie. De l'autre côté du Pacifique, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, abrite les vestiges d'une civilisation unique. Ses habitants ont créé les célèbres moaïs, d'immenses statues de pierre, témoins silencieux d'un savoir-faire perdu. La civilisation de l'île de Pâques s'est effondrée avant l'arrivée des Européens, peut-être en raison de la surexploitation de ses ressources. Avec elle ont disparu des connaissances uniques sur la navigation polynésienne et la survie dans des environnements isolés. En Afrique,
le royaume de Kush, qui a dominé la Nubie pendant plus de 1000 ans, reste largement méconnu. Ces pharaons ont même régné sur l'Égypte durant près d'un siècle. Malgré l'importance de Kush, nous ne savons que peu de choses sur sa culture et ses connaissances. Son écriture, le méroïtique, n'a été que partiellement déchiffrée, nous privant d'informations précieuses sur l'histoire de l'Afrique ancienne. Plus près de nous dans le temps, la civilisation des Guanches des îles Canaries a été presque entièrement effacée par la conquête espagnole au XVe siècle. Les Guanches, probablement d'origine berbère, avaient développé une culture unique, adaptée à la vie insulaire. Leurs connaissances comme sur la navigation, la survie dans des environnements arides et leur histoire orale ont été largement perdues. Ces civilisations effacées ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Chacune d'entre elles a emporté dans sa chute des connaissances uniques, des perspectives différentes sur le monde et potentiellement des informations cruciales sur notre passé lointain. La mémoire sélective de l'humanité. Et si tout ce que nous venons de voir n'était qu'une illusion, une construction soigneusement orchestrée par l'histoire elle-même? Nous avons pleuré la perte de connaissances anciennes, mais avons-nous considéré que cette perte pourrait être intentionnelle? Chaque civilisation choisit ce qu'elle veut retenir et ce qu'elle préfère oublier. La destruction n'est peut-être pas une tragédie, mais un mécanisme d'évolution culturelle. Pensez-y. Si nous avions accès à toutes les connaissances de toutes les civilisations passées, serions-nous paralysés par le poids de ce savoir? L'oubli n'est-il pas nécessaire pour avancer? Nous idéalisons les bibliothèques perdues d'Alexandrie, mais combien de ces textes anciens propageaient des idées que nous considérerions aujourd'hui comme barbares ou régressives? Notre obsession pour le passé perdu ne reflète-t-elle pas une forme de colonialisme intellectuel? Nous approprions les mystères des cultures anciennes pour combler le vide de notre propre identité. Et si les connaissances que nous croyons perdues existaient toujours, préservées par des sociétés secrètes ou des cultures isolées? Probablement que le vrai savoir se cache à la vue de tous, protégé de ceux qui pourraient en abuser. Considérons un instant que nos ancêtres aient délibérément effacé certaines connaissances. Peut-être existait-il des technologies ou des idées trop dangereuses pour être transmises? Notre quête frénétique du savoir perdu ne nous aveugle-t-elle pas sur les menaces actuelles? Pendant que nous déterrons le passé, notre présent s'écroule et notre futur s'assombrit. Et si la réelle conspiration n'était pas la destruction du savoir, mais sa préservation? Les élites gardent peut-être jalousement les connaissances anciennes, nous laissant nous battre pour des miettes d'informations. Finalement, peut-être que notre véritable défi n'est pas de récupérer le savoir perdu, mais de décider ce que nous voulons transmettre et oublier pour les générations futures. Alors, quelle version de notre histoire mérite d'être préservée?